Bien, je pense que tout le monde est arrivé. Donc, tout d'abord, je voulais vous souhaiter la bienvenue pour ce nouveau colloque du Centre départemental d'accès au droit du Morbihan, que j'ai le plaisir et l'honneur de présider depuis janvier dernier, date à laquelle j'ai été nommé président du tribunal judiciaire de Vannes, puisque la présidence du CDAD est liée en fait à la fonction de président du tribunal judiciaire du siège de la préfecture. Donc le CDAD, je le rappelle, c'est un groupement d'intérêt public qui est composé de représentants de l'État, des deux tribunaux du département, du préfet, bien un représentant du préfet, du conseil départemental, et des intervenants réguliers dans le milieu judiciaire. On a ainsi les barreaux et autres qui sont représentés, huissiers, etc., notaires aussi, qui sont représentés au sein du CDAD. Son rôle, c'est de coordonner toute l'action d'accès au droit. Et c'est dans ce cadre-là que nous organisons ce colloque. Alors, ça peut paraître, à première vue, peut-être pas directement dans l'accès au droit de chaque personne, mais vous êtes ici des professionnels, vous venez sur un sujet, et on sait une chose, c'est que pour l'accès au droit des uns et des autres se déroule bien, ce dont on a besoin, ce qu'il faut, c'est que les professionnels fonctionnent bien ensemble, de manière fluide. Et c'est un des objectifs premiers du colloque, indépendamment de son contenu, qui, j'espère, vous satisfera tous, bien entendu, tous et toutes. Mais ce qui est important aussi, c'est d'apprendre chacun à se connaître, à actualiser ce que fait l'autre, parce qu'on sait qu'au fil des années, même si les organismes se connaissent, à un moment donné, il y a des mutations, les personnes changent, et également les pratiques des uns et des autres évoluent avec le temps. Donc c'est toujours bien de réactualiser le fonctionnement, entre guillemets, des réseaux dans le terme sain de celui-ci. Ce colloque, il se tient donc à l'initiative du CDAD, mais je veux remercier tout d'abord la mairie de Vannes, sans laquelle il ne se tiendrait pas, puisque si nous n'avions pas la mairie de Vannes, eh bien nous ne serons pas ici, dans ce palais des congrès qui nous est offert, puisque dans le cadre du CDAD, chaque membre du groupement doit apporter, et cela fait partie des apports de la mairie, qu'elle en soit remerciée. Je voudrais également remercier la préfecture, le conseil départemental, qui, par leur financement, ont permis la tenue de ce colloque, notamment la collation de ce midi, qui, de ce fait, vous sera offert. Nous avons un certain nombre de partenaires qui sont présents, qui ont participé à la préparation. Je ne pourrais pas tous les citer. Ils tiennent des stands entre midi et 2 que vous pourrez voir. On a la police, la gendarmerie, la maison de protection des familles, le mouvement LENI, le CIDF, l'éducation nationale, le Relais Jeunes 56, le défenseur des droits, le partage échange d'œil, l'ICAM, le point d'accueil Écoute Jeunes, entre autres. J'en ai sans doute oublié. On a aussi et surtout la sauvegarde que vous avez déjà pu voir en pleine action ce matin, puisque c'est la sauvegarde avec son parcours jeune dédié, j'ai plus le nom exact, mais qui est un parcours dédié aux jeunes en difficulté, qui nous ont préparé ce magnifique café d'accueil. J'avoue que j'ai été moi-même très surpris et étonné quand j'ai vu la qualité et quand j'ai vu que c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Donc, je souhaite qu'ils en soient remerciés et que vous n'hésitiez pas, si vous avez l'occasion lors d'une des pauses ou autres, de les revoir, de les remercier. Je vous en remercie d'avance pour eux. Maintenant, on va peut-être aborder plus directement ce colloque qui est né de la volonté de continuer ce qui se faisait chaque année au CDAD, et puis le fait que la jeunesse nous semblait, lorsqu'on a posé la question aux interlocuteurs sur quel sujet aborder en 2021, après la période sanitaire qu'on a connue. Donc j'en profite pour rappeler, bien entendu, à chacun la nécessité que nous avons, même intervenant du port du masque. Il a été pris, il y a 2 jours, un arrêté préfectoral dans le Morbihan imposant le port du masque dans tous les lieux fermés, que l'on ait un pass sanitaire ou qu'on ne l'ait pas, et y compris en extérieur, dans tous les marchés et dans toutes les files d'attente.
hein. Donc, on est au début d'une 5e vague, on est dans une zone protégée, mais je ne souhaiterais pas qu'il y ait des cas de contamination au cours de ce colloque. Donc, je vous remercie de bien vouloir respecter les gestes barrières et j'en profite en même temps pour vous remercier de bien vouloir mettre vos téléphones en position silencieuse, hein, pas nécessairement les éteindre, mais à tout le moins le mode silencieux, ce qui permettra à chacun de pouvoir écouter tranquillement. Donc, sur quel sujet le faire après cette crise sanitaire ? Et on le sait, crise sanitaire, les jeunes ont été, ça a été dit et redit, particulièrement peut-être frappés parce que c'est peut-être ceux qui avaient la vie sociale la plus importante, la plus intense, le collège, les copains, les amis, et ces confinements successifs, ce port du masque, les touchait peut-être plus directement que d'autres. Et lorsqu'on a réuni nos partenaires pour voir un petit peu quel sujet autour de la jeunesse, sans compter que le CDAD développe aussi un point d'accès aux droits jeunes spécifiquement dédié, hein, c'est une direction voulue par le ministère que nous respectons. Lorsque l'on a essayé de voir qu'est-ce qui pouvait recouper un peu les problématiques de la jeunesse et qu'est-ce qui pouvait recouper sur cette période, la question du décrochage scolaire dont on a vu que durant le confinement, elle a pu des fois s'accroître pour certaines catégories de la population, s'est un petit peu imposée et nous permettait d'avoir une vue un petit peu globale. Parce qu'à travers le décrochage scolaire, en se réunissant avec les partenaires, on s'est aperçu on touchait à la fois à l'addiction à Internet, à la fois aux problèmes de violence, à la fois aux problèmes de harcèlement qui peuvent en être à l'origine, qu'on touchait aussi comment le contrer, parce que c'est la deuxième partie hein, qu'on verra plus cet après-midi. Mais vous avez vu, on l'a intitulé décrochage scolaire et persévérance. Décrochage et persévérance scolaire. Parce que ce qui compte au-delà du décrochage pour nos jeunes, c'est, si je puis dire, le raccrochage et comment continuer, comment réussir à s'insérer dans la société malgré cette période. Hein. On sait dans la justice que tout un chacun peut un jour ou l'autre chuter et que ce qui compte, c'est la manière de se relever. Et ce que l'on sait, c'est que bien souvent, pour se relever, et surtout si on est jeune, ce qui peut impliquer une dimension de vulnérabilité liée à l'âge, ce qui compte, c'est l'aide que l'on peut avoir. Et le rôle de la société, c'est d'élever, c'est d'aider ceux qui chutent à se relever. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On a souhaité commencer ce colloque ce matin par une dimension plus large, avec Dorothée Guérin, enseignante chercheuse à l'UBO, qui a dirigé l'ouvrage Jeunesse et droits par le prisme de la vulnérabilité, que je vous conseille tous. Je n'ai pas eu le temps de le lire intégralement, j'ai pu que commencer à le survoler, hélas, mais il est extrêmement intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'à travers ce prisme, elle va bien sûr le développer, mais on recouvre un petit peu tous les domaines du droit et tout ce qui intéresse les jeunes. Et puis on a aussi une dimension, ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'on a également une dimension internationale qui est apportée, avec des exemples de ce qui se fait à l'étranger. Et on sait très bien que l'ouverture, la réflexion, les exemples venus d'ailleurs sont toujours enrichissants et peuvent apporter, même si on n'a pas les textes pour. Hein, les textes, ils évoluent aussi par la pratique. On est aussi là pour ça, pour faire évoluer les pratiques. Donc je ne peux que vous le conseiller, que vous inciter à vous le procurer, à ce que vos bibliothèques professionnelles, puisque vous êtes tous des professionnels ici, ou en très grande majorité, n'hésitent pas à l'acquérir pour que les membres de vos réseaux puissent en prendre connaissance. Donc on va commencer par ce regard sur la définition du jeune. Qu'est-ce que c'est un petit peu ? Comment l'aborder ? Quelle est la notion de vulnérabilité liée à la jeunesse ? Et puis ensuite, avec Delphine Cousin, qui est à côté, qui est vice-présidente au tribunal de Vannes, en charge des enfants, c'est-à-dire qu'elle est coordinatrice en fait du service des enfants, aussi bien concernant l'assistance éducative, c'est-à-dire la protection de l'enfance en danger, que le pénal, c'est-à-dire le tribunal pour enfants. Mais ça, elle nous expliquera un petit peu sa place, avec peut-être, par rapport à ce thème précis, eh bien, un petit peu les limites, si j'ai bien compris, que l'institution judiciaire, auxquelles l'institution judiciaire se heurte, les limites de l'intervention,
comment on peut l'appréhender en sachant que c'est évidemment peut-être pas l'axe majeur, mais la place du droit et du juge semblait important. C'est un colloque du CDAD, il ne faut pas l'oublier. Nous ferons ensuite, je pense, une petite pause. Bien entendu, à chaque fois après les interventions, vos questions seront les bienvenues. Et puis, en deuxième partie de matinée, nous aurons le plaisir d'avoir Michael Brignon, coordinateur académique, et que je représenterai bien entendu tout à l'heure, et Isabelle Toussaint, correspondante académique au niveau du décrochage scolaire concernant donc l'éducation nationale, qui nous présenteront, eux, plus spécifiquement, les dispositifs de l'éducation nationale. Donc on va se rapprocher vraiment du thème. Et cet après-midi, en fonction de vos centres d'intérêt, vous pourrez, et du lieu où vous travaillez, vous pourrez travailler plus spécifiquement, soit autour de comment le diagnostiquer, comment le prévenir, soit autour du thème comment assurer la persévérance, comment assurer le raccrochage des wagons en quelque sorte. Voilà. Maintenant, je pense que j'ai bien assez parlé et je vais donc laisser la parole à Dorothée Guérin. Merci. Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup à Corinne Brière, avec qui j'ai pas mal échangé, avec son président. Merci beaucoup donc, au CDAD de me donner la parole, de me permettre d'intervenir devant vous aujourd'hui. Tout d'abord, c'est effectivement important, et vous avez parlé de réseau tout à l'heure, c'est la première, ce qui me fait d'abord plaisir d'être devant vous aujourd'hui, c'est de me permettre de faire des ponts justement entre le milieu universitaire et les praticiens. On se nourrit mutuellement de vos pratiques pour nous faire avancer les mécanismes juridiques, pour y réfléchir, pour aller un peu plus loin. Donc voilà, je suis vraiment très contente qu'on puisse faire ce lien entre universitaires et praticiens aujourd'hui. Et j'interviens en tant que, je dirais, simple porte-parole d'une recherche. Effectivement, l'ouvrage qui vous a été présenté, effectivement, je l'ai dirigé, mais voilà, c'est surtout toute une équipe d'enseignants-chercheurs qui a travaillé sur cette recherche, donc je n'en suis que le modeste porte-parole. Donc c'est une recherche collective que je vais donc dans un premier temps, je vais vous présenter un peu son contexte, comment est-ce qu'effectivement on a avancé, comment est-ce qu'on a travaillé. Et puis ensuite, je vous donnerai un petit peu les questions, qui me semblent intéressantes, et notamment effectivement la définition du jeune, le statut du jeune, et puis les finalités, en fin de compte, des mécanismes juridiques, à mon avis, comme vos mécanismes aussi, qui est aussi toujours entre protection du jeune, mais aussi autonomie dans l'apprentissage. Voilà, on est toujours dans cette... Et il y a beaucoup de mécanismes comme ça juridiques où on est toujours à la limite, on cherche toujours cet équilibre entre autonomie et protection. Alors tout d'abord, le contexte de la recherche. Alors, je fonctionne en plan, hein, les juristes, on aime bien effectivement. Voilà, donc le premier point, le contexte, le contexte de cette recherche. Alors c'est une recherche qui a démarré en 2016, hein, donc qui a duré 4 à 5 ans. C'est une recherche qui était exploratoire, dans le sens où effectivement, voilà, aucune recherche n'avait été faite sur ce domaine. Une recherche transdisciplinaire, c'est-à-dire que même si effectivement pour vous le droit c'est déjà une discipline en soi, pour nous elle se segmente entre droit privé, droit public, droit pénal, droit de la famille, droit des contrats, droit public. Donc voilà, on a fait déjà cette recherche entre plusieurs disciplines du droit, entre l'Université de Bretagne Sud, donc Vannes, et Brest, l'UBO. Donc on était tout un comité de scientifiques composé autant d'enseignants-chercheurs de l'UBO que de l'UBS. Et une recherche internationale, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'est appuyé sur l'expérience de collègues d'autres universitaires pour justement faire avancer cette notion de jeunesse. Donc, des universitaires allemands, espagnols, belges, brésiliens, québécois. Et on avait aussi l'Écosse, tout ce qui était effectivement le Royaume-Uni, avec des différences d'ailleurs qui existent, qui sont importantes. Alors, ce travail a été porté par le Lablex, par un laboratoire de recherche. Alors, je voulais juste m'arrêter 2 minutes pour vous expliquer ce que c'est, parce que même chose, dans l'idée de faire des ponts entre les praticiens et les universitaires, c'est important que vous sachiez. J'imagine qu'à laboratoire de sciences, vous imaginez très bien les chercheurs derrière des éprouvettes. Voilà, en droit, on n'est pas effectivement derrière une paillasse, mais malgré tout, effectivement, on a besoin de se regrouper, on a besoin
besoin effectivement de fédérer notre recherche. Donc, les laboratoires en droit existent. Le Lablex donc, est entre Vannes et Brest. Il est entre l'UBO, enfin c'est une fusion entre l'UBO et l'UBS au niveau de ce laboratoire. C'est pas loin de 100 personnes. On est une cinquantaine d'enseignants-chercheurs, 40 doctorants et une dizaine d'associés. Donc c'est déjà une grosse structure. On travaille autour de thématiques, vulnérabilité, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, contentieux et gouvernance. Et encore un mot, juste pour que vous compreniez bien, quelquefois, voilà, dans quel cas vous pourriez éventuellement solliciter le laboratoire. Le laboratoire soutient les recherches individuelles et collectives des collègues et on leur donne les moyens financiers, humains, de pouvoir faire leurs recherches. Et également, on peut aussi avoir des missions d'expertise. C'est-à-dire qu'on a déjà été sollicité par le tribunal de Quimper, par exemple, puisqu'ils avaient mis en place une conciliation judiciaire au sein de leur mur. Et voilà, donc on nous a effectivement demandé, on a eu accès au dossier et on a eu un rapport à faire. On a fait ça avec une sociologue et les juristes. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi de savoir que, voilà, en tant qu'universitaire, on peut aussi, si vous en avez besoin, vous apporter notre expertise. On était intervenu aussi, ça remonte un peu plus longtemps, sur le SAUJ, service d'accueil aux justiciables à Brest. Voilà, on avait fait aussi un travail d'expertise à la demande du tribunal. Voilà. Alors, je reviens à cette recherche qui a été portée par le laboratoire, mais voilà, ce n'était que la structure. Alors, pourquoi donc ce laboratoire, je vous l'ai dit, travaille sur la notion de vulnérabilité, notamment. Et la notion de vulnérabilité, elle a d'abord été, je dirais, en droit en tout cas, été très très resserrée. C'était une vulnérabilité structurelle qui était vraiment liée au jeune âge, à la maladie, au handicap. Et donc, voilà, le droit des majeurs protégés et le droit des mineurs, évidemment, c'est en quelque sorte le berceau juridique de la notion de vulnérabilité. Et puis, petit à petit, cette notion de vulnérabilité, je ne sais pas si vous la voyez, mais on la voit un peu partout maintenant. Elle a été quelque part victime de son succès et on parle de vulnérabilité un petit peu dans... Voilà, dès lors qu'il y a une certaine fragilité, effectivement, une multiplication des risques d'exposition, on va parler de vulnérabilité. Et alors, on va parler des personnes âgées, des migrants, des contractants en situation de faiblesse, des jeunes en situation de décrochage. Et c'est une bonne chose que, effectivement, la notion de vulnérabilité se soit étendue. Mais malgré tout, en droit, effectivement, on souhaite toujours bien définir ce qu'on met derrière un terme. Et donc, le problème, c'est voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière, en droit, cette notion de vulnérabilité. Alors, pour nous, la vulnérabilité se caractérise par la situation d'une personne fragilisée, qui n'est pas apte à se défendre et qui est face à un contexte difficile et qui, par conséquent, ne sait pas correctement mettre en œuvre ses prérogatives. Voilà, on lui apporte des choses, on lui apporte des moyens, mais voilà, donc il y a une double fragilité en quelque sorte. Elle est en situation fragile et en plus, souvent, elle ne parvient pas elle-même à exercer justement les prérogatives, juridiques ou pas, qui lui sont proposées. Et donc, toujours dans ce travail, on a essayé de voir quels étaient les facteurs de vulnérabilité. Parce que souvent, quand une personne est en situation de vulnérabilité, il y a beaucoup de facteurs. Si vous prenez, alors je fais le parallèle avec les jeunes en décrochage scolaire, où je pense aussi à nos étudiants, qui effectivement en pleine crise, on a vu effectivement beaucoup d'étudiants décrochés. Souvent c'est un multiple, enfin il n'y a pas que la crise. Il y a la crise effectivement qui a accentué les choses, mais souvent c'était déjà un étudiant qui pouvait avoir des difficultés, soit familiales, soit d'autres en termes de santé, voilà. Et souvent, je pense que vous devez le voir, c'est pas un seul facteur, c'est souvent la multiplication de plusieurs facteurs qui mettent les personnes dans une situation de vulnérabilité. Et donc, on a essayé, dans cette recherche, d'essayer d'affiner cette notion de vulnérabilité, et notamment par le critère de l'âge. On s'est dit, voilà, est-ce que l'âge pourrait être effectivement un critère qui nous permettrait effectivement d'affiner cette définition. Alors j'y reviendrai, mais pourquoi est-ce qu'effectivement c'est si important en droit d'avoir une définition précise? C'est parce qu'en droit, alors on est un petit peu, on est très structuré, et quand il y a une définition, derrière il y a un régime juridique qui s'applique. Et si on n'a pas cette définition, si on ne rentre pas dans telle ou telle définition, eh bien, on reste dans le flou et on ne sait pas du coup, on ne connaît pas bien les limites et voilà, le corpus juridique qui peut s'appliquer. D'où effectivement cette volonté toujours d'être précis derrière chaque terme.
Donc on a effectivement travaillé par rapport à cet âge, et par rapport aux critères de l'âge, et notamment, alors au sein du laboratoire, certaines personnes travaillent sur la notion de personne âgée, j'en fais également partie, mais dans cette recherche, on a travaillé aussi sur les jeunes, sur le jeune public. Et justement, le droit a une approche un peu particulière des jeunes, d'une approche d'ailleurs très compartimentée. Alors, vous le savez, il y a tout d'abord la période de la minorité, et puis ensuite celui de la majorité. Au niveau de quand ils sont mineurs, ils se voient refuser, au nom de leur vulnérabilité, la capacité juridique. C'est un mécanisme de protection qui est un mécanisme d'exclusion, en quelque sorte. Ça peut effectivement surprendre, mais c'est comme ça qu'a été construit le droit depuis des années, où effectivement, pour les protéger, on les a exclus de la capacité. Alors, malgré tout, on voit que cette logique, elle s'effrite petit à petit, parce que plus le jeune vieillit, j'y reviendrai tout à l'heure, et bien plus effectivement il a des espaces d'autonomie. Plus il se rapproche de l'âge de 18 ans, il y a des choses où effectivement il est moins protégé et il acquiert une certaine autonomie, mais j'y reviendrai. Et puis, au moment de la majorité, les jeunes perdent la protection juridique de l'incapacité. Et c'est d'ailleurs assez paradoxal, mais c'est justement à ce moment-là qu'ils sont quelquefois les plus vulnérables, quand ils passent le cadre des 18 ans. Et malheureusement, je dirais quelquefois, les règles de droit, alors c'est pas parfois, c'est systématique, c'est-à-dire que les règles de droit en général de protection, même s'il y a quelques exceptions qui leur donnent une protection encore quelques années, mais souvent, à 18 ans, c'est très brutal. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne bénéficient plus de certaines protections et ils sont, je dirais, quelque part particulièrement exposés, particulièrement vulnérables, alors que justement, le droit ne les protège plus. Parce que autant on pensait que les mineurs on pose cette présomption de vulnérabilité sur les mineurs, et cette présomption de vulnérabilité, elle éclate à la majorité. Ils ne sont plus vulnérables. Et donc on peut être amené à appliquer la même règle à un jeune de 18 ans qu'un adulte. C'est lapsus révélateur. On est de plus en plus jeune. Un adulte de 40 ans, 50 ans. Voilà. Et donc c'est là-dessus, c'est ce passage brutal entre la minorité et la majorité qui nous a interpellés. Et on s'est rendu compte que les règles de droit, en réalité, fragilisaient le jeune au passage de la majorité. Que le droit ne s'était pas suffisamment saisi de ce passage. Donc on a vraiment essayé, dans cette recherche, d'interroger les modes de protection liés à la vulnérabilité. Alors, les modes de protection et puis surtout les modes d'autonomisation avant la majorité, pour justement préparer au mieux le jeune à cette bascule des 18 ans. Et ensuite, on a aussi travaillé sur comment, en tout cas on a ouvert un champ, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement mieux protéger les jeunes après 18 ans. Alors, avant effectivement de revenir sur ces points et puis de vous expliquer un petit peu quelles sont les questions qu'on s'est posées, qu'est-ce qu'on a pu, les points sur lesquels on a pu avancer. Je finis peut-être juste sur comment est-ce qu'on a fonctionné. Je vous disais qu'on était un comité scientifique avec effectivement des thématiques différentes, droit pénal, droit social, droit des contrats, droit de la famille. Et donc, on a fonctionné en groupe de travail par discipline au sein du droit. Et donc, pendant 5 ans, on s'est vus régulièrement et on s'est donné des thématiques. Donc, avant à chaque séminaire, on travaillait au sein de notre groupe et on mettait tout en commun. Donc, voilà, il y a eu plusieurs séminaires. Il y a eu un séminaire sur les finalités. L'idée, c'était de regrouper à travers, vraiment de faire un recensement de toutes les dispositions juridiques appliquées aux jeunes et de voir quelles étaient la finalité. Pourquoi est-ce qu'effectivement, il y avait une certaine particularité? Pourquoi est-ce qu'il y avait des textes qui étaient adressés spécifiquement aux jeunes? Qu'est-ce que le législateur cherchait? Alors, évidemment, il y avait cette notion de protection qui est revenue, vous en doutez, mais pas que. On s'est rendu compte que petit à petit aussi, il y avait des notions d'autonomie économique aussi, quelquefois. C'est des choses qui, notamment, alors c'est un domaine sur lequel je travaille, mais en droit des contrats et en droit des affaires, où il y a effectivement une autonomie qui va être accordée aux jeunes, quelquefois avec un prisme économique.
Après, voilà, on s'est toujours rendu compte que petit à petit, en tout cas, la conclusion de ce premier séminaire, c'était qu'au début, on était parti avec, on avait joué avec un camembert, avec des pourcentages, enfin, on avait fait un grand tableau avec tous les dispositifs. Au début, le camembert était vraiment très tourné vers la protection. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que la protection, elle est toujours importante, c'est 50%, mais il y a d'autres finalités, notamment la finalité de l'apprentissage, la finalité de l'autonomisation, qui effectivement intervient petit à petit dans les finalités. Voilà, ça c'était notre premier séminaire. Ensuite, deuxième séminaire, on a fait un gros travail de recensement qui est, je pourrais à la rigueur vous donner un extrait de l'article si ça peut vous intéresser. On avait publié ça dans l'Agifamille et on reprenait sous forme de tableau tous les dispositifs avec les critères d'âge. Parce que vous vous en doutez que, voilà, je vous l'ai annoncé, vulnérabilité et âge. Notre idée, c'était de savoir aussi, de questionner cet âge. Voilà, plus de 14 ans, 16 ans, 12 ans, où est-ce qu'on met les limites? Quand est-ce qu'on sort de la jeunesse? Quand est-ce qu'on y rentre? Donc une vaste question. On n'y a pas répondu. Mais en tout cas, voilà, on a voulu vraiment voilà, recenser tous les dispositifs par classe d'âge. Et d'ailleurs, il y avait aussi sur l'éducation, voilà, on avait recensé voilà, l'instruction obligatoire de 6 ans à 16 ans, même si voilà, dernièrement, il y a encore eu des modifications, puisque ça, c'est un article qui date de 2017, je crois, 2018, 17, voilà. Donc voilà, donc un travail ensuite de recensement sur. Et puis ensuite, on a eu aussi un séminaire qui nous a beaucoup fait avancer, où là, on a consulté les sociologues, les philosophes, et on leur a demandé à eux, voilà, qu'est-ce que c'est pour eux la jeunesse? Parce que eux, autant le droit, la jeunesse, c'est quelque chose de nouveau. Les juristes parlent souvent de mineurs, majeurs, mais pas de jeunes. C'est pas dans le vocabulaire juridique. Mais chez les sociologues, chez les philosophes, la jeunesse, c'est des notions qu'ils ont déjà travaillées. Donc, il y avait beaucoup de travaux universitaires là-dessus. Et donc, une journée entière à effectivement bien comprendre, eux, qu'est-ce qu'ils mettaient derrière ce terme jeunesse et comment est-ce qu'effectivement le droit, quelquefois, ça pouvait coincer. Et en fin de compte, on en a déduit vraiment, c'est qu'ils refusent, en réalité, justement, ils bannissent l'âge. Toutes ces sciences humaines, la sociologie comme la philosophie, ils luttent contre des critères d'âge, encadrés, 12 ans, 16 ans, parce qu'ils estiment effectivement que les jeunes sont une catégorie qui est très, très, très hétérogène et que c'est difficile, effectivement, voilà, un jeune de 16 ans, on peut prendre 2 jeunes de 16 ans, voilà, certains, effectivement, vont être très mûrs, d'autres, on va avoir besoin, effectivement, d'être énormément accompagnés. Et donc, voilà, pour eux, ce serait une erreur parce que nous, notre volonté, c'est évidemment de serrer, vraiment d'arriver à trouver un critère d'âge qui était intéressant. Et là, ils nous ont convaincus. Et vous voyez, c'est aussi ça la recherche, c'est-à-dire qu'on avance, on pose des limites, on pense atteindre des objectifs. Et puis en fin de compte, voilà, c'est en creusant, en cherchant, en discutant avec les collègues. Et on s'est rendu compte que non, on n'arriverait pas effectivement à mettre des seuils d'âge. Quand on a discuté avec eux, on s'est dit voilà, déjà quelquefois le droit a du mal à être en phase avec les autres disciplines. Voilà, ce serait une erreur de vouloir effectivement arriver avec une définition avec un critère d'âge. Donc ça a été effectivement un séminaire qui a été très, très important. Ensuite, on a eu un séminaire sur les approches de droit comparé. Alors, je ne peux pas faire état ici de toutes les différences, mais effectivement, là, c'était aussi intéressant de faire le point avec des collègues étrangers. Le droit allemand qui nous expliquait qu'effectivement, l'enfant, à partir de 7 ans, avait vraiment des droits importants. En Espagne, il y a une prémajorité à partir de 16 ans. En Écosse, il y a une capacité... Alors, relative, mais quand même une capacité à partir de 14 ans. Enfin, vous voyez, voilà, il y a des exemples comme ça. Mais en même temps, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que même si ces collègues, si les droits étrangers posaient des seuils d'âge, finalement, quand on écoutait les collègues, on se rendait compte que dès qu'ils le pouvaient, les nouvelles dispositions juridiques de ces ordres essayaient tout doucement d'avoir des critères plus souples que les âges et de s'orienter vers quelque chose sur des critères divers critères, mais comme celui de la maturité, par exemple. Voilà, c'est un critère, la maturité, qui revient souvent, qui est difficile à apprécier. Juridiquement, effectivement, c'est pas que ça nous pose problème, mais c'est que voilà, c'est pas, il est souple. Un âge, l'avantage de l'âge, c'était effectivement que c'était beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Mais voilà, donc des collègues qui effectivement, vous voyez, voilà, ont posé des âges différents des nôtres, mais qui en même temps sont très réservés sur la volonté de fixer un âge, de s'arrêter à la barrière du seuil d'âge. On s'est aussi rendu compte que, vu
la disparité au sein des droits étrangers, ce serait aussi difficile parce que, si vous voulez, là, aujourd'hui, quand on travaille en droit, on travaille évidemment à partir du droit français, mais on a aussi une volonté de trouver une solution qui soit harmonieuse. L'idée, c'est pas de faire quelque chose dans notre coin pour qu'ensuite ça puisse pas évoluer, et d'avoir effectivement une harmonisation au sein de l'Europe, ou en tout cas, voilà, une approche quand même qui soit cohérente par rapport à nos voisins. Et là, on s'est rendu compte qu'on aurait effectivement aussi du mal, même si on voulait travailler sur les seuils d'âge, à avoir un âge cohérent, à harmoniser les choses avec nos pays voisins. Et ensuite, deux séminaires intéressants sur le jeune travailleur et sur tout ce qui concernait le droit sanitaire. Donc, si vous voulez, on avait, voyé, nos séminaires, les premiers séminaires étaient très larges, et puis ensuite, on a voulu effectivement s'attaquer à deux terrains spécifiques. Alors, peut-être juste un mot sur celui du jeune travailleur, parce que peut-être justement sur le décrochage scolaire, c'est des choses qui peuvent, qui peuvent faire le lien, à mon avis, direct. En tout cas, c'est un des facteurs. On s'est rendu compte, si vous voulez, que dans les jeunes travailleurs, eh bien, c'est là aussi, par exemple, qu'il y a le plus haut taux d'accidents de travail. Voilà, parce que justement, c'est une population qui multiplie les risques, qui est particulièrement vulnérable. Et donc, on a essayé de savoir pourquoi. Pourquoi ? Alors, il y a une attirance, ou quelquefois, pas une attirance, mais c'est souvent des métiers dangereux que les jeunes acceptent de faire en début de carrière, qu'ils ne feraient plus forcément après. Donc, je pense notamment au domaine du bâtiment, mais pas que. Il y a tout le domaine maritime aussi, qui expose pas mal, avec un taux d'accident qui est quand même très, très important. Et puis, on avait sur place, dans ce séminaire-là, il porte très bien son nom d'ailleurs, le docteur Daure, D-A-U-R-E, mais malgré tout, qui travaille sur le sommeil. Et qui nous a expliqué, en fin de compte, qu'on perdait chaque année, effectivement, un nombre important de temps de sommeil, si on compare avec nos parents, déjà notre génération, et puis la génération des jeunes, et que ça, c'était un facteur, effectivement, voilà, il y a des études qui sont faites, et un facteur de multiplication de la vulnérabilité. Et je pense que sur le décrochage scolaire, ça joue aussi, voilà, avec des jeunes, effectivement, qui sont en perte de sommeil. Alors, il y a les écrans, évidemment, mais il y a aussi des habitudes de vie qui sont différentes, avec peut-être un rythme qui ne leur convient pas. Voilà, c'était très intéressant de voir effectivement voilà, quelles étaient les approches, et puis surtout, vous voyez, les facteurs de risque qui sont multiples, notamment sur les jeunes travailleurs. Alors, juste encore un mot sur notre recherche. Cette recherche s'est clôturée par un colloque international qui a duré 2 jours, et évidemment par la publication de cet ouvrage. Le colloque a eu lieu en 2019, et l'ouvrage a été publié l'année dernière, en mai 2021. Voilà. Alors, après vous avoir exposé donc un peu notre contexte de recherche, je vais vous présenter les deux questions qu'on s'est posées. La première question, c'était la question du statut de la jeunesse. Je vous l'ai dit plusieurs fois, on voulait effectivement travailler sur la définition de la jeunesse. Et je vous l'ai déjà dit aussi tout à l'heure, mais dans le cadre du vocabulaire juridique, le jeune n'existe pas. Si vous ouvrez un dictionnaire juridique, vous pourrez chercher jeune, vous ne trouverez pas. Il n'y a pas, la définition jeune n'existe pas. Ce n'est pas un vocabulaire juridique. On parle de mineur, on parle de majeur, mais le jeune en tant que tel n'existe pas. Alors qu'on sait très bien que cette catégorie de population présente des particularités spécifiques. Donc que ce soit d'ordre médical, que ce soit d'ordre sociétal, voilà, les jeunes se caractérisent. Voilà, on sait les délimiter en quelque sorte. Mais voilà, le droit ne les reconnaît pas. D'où effectivement aussi, vous voyez, cette recherche qu'on voulait faire pour essayer de voir si on pouvait trouver un statut de jeune. Est-ce qu'on pouvait glisser dans les dictionnaires juridiques la notion de jeune, et puis surtout derrière, comment effectivement la définir. Et parce qu'effectivement, pour nous, c'était important, parce que si on ne définit pas le jeune, on ne peut pas non plus arriver à harmoniser les règles juridiques. Quand on a fait nos recherches, que ce soit en droit pénal, en droit de la famille, en droit des contrats, on s'est rendu compte qu'on n'a jamais le même seuil d'âge. Et vous devez vous-même le voir. Vous avez des dispositifs qui commencent à 14, d'autres à 16, qui finissent à 21, d'autres à 18. Et voilà, c'est un méandre. Donc l'idée, si vous voulez, derrière, c'était de se dire, voilà, mais si on a une définition de la jeunesse, on peut arriver effectivement à avoir un statut, enfin un régime juridique qui soit cohérent. Que la définition corresponde à un régime qui soit plus cohérent. Voilà, donc on a travaillé vraiment sur... C'était notre objectif,
parce qu'on est un peu, voilà, en droit, on parle de ça de la qualification juridique. Voilà, si on arrive effectivement à avoir un statut de la jeunesse, qualifier quelqu'un de jeune, et donc lui permettre de se voir appliquer un régime. Alors, on a donc retravaillé sur, enfin, je vous en avais déjà parlé, mais sur la catégorie de mineurs, sur ce statut de mineur qui repose sur une présomption de vulnérabilité, avec les règles de l'incapacité qui s'appliquent à lui, et puis donc avec un mécanisme d'exclusion. Et tout à l'heure, je n'avais pas approfondi, mais il y a plein d'îlots de capacité pourtant. Si vous voulez, notre objectif, c'était d'un petit peu de faire comprendre que il fallait faire bouger les lignes, qu'il fallait effectivement arriver à une définition de la jeunesse. Et donc, on a travaillé sur l'incapacité, bien sûr, mais je dirais quelque part, il n'y a pas grand-chose à dire, malheureusement, puisque c'est un concept creux. Enfin, on l'exclut de la capacité juridique. Et donc, ce qui nous a surtout intéressé, c'est de voir un petit peu toute l'autonomie dont peut bénéficier un jeune. Alors, vous le savez certainement, je vous donne juste quelques critères. À partir de 12 ans, par exemple, les jeunes sont pris en charge par les centres jeunes consommateurs de lutte contre la drogue. À partir de 13 ans, le mineur peut recevoir des soins sans le consentement de ses parents. Quand le soin a pour objectif de sauvegarder sa santé et sa santé sexuelle. Il a accès aux soins contraceptifs, cette fois-ci, sans aucune barrière d'âge. Si on prend, là, ça c'est pour le droit de la santé. Si on va du côté du droit social, évidemment, il a accès à un emploi à partir de 16 ans, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation à partir de 16 ans, avec des dispositions spécifiques, évidemment, qui vont s'appliquer sur les travaux dangereux, sur le travail de nuit, sur le temps de travail également. Donc ça, voilà, il y a plein d'effritements comme ça. On peut prendre aussi le domaine, alors là, on va être plus dans la protection de son patrimoine, mais malgré tout, on a une certaine autonomie ici en matière bancaire. Les jeunes peuvent ouvrir des livrets à partir de 12 ans, peuvent avoir des comptes à partir de 16 ans. Et vous le voyez aussi, ils ont accès aux réseaux sociaux à partir, voilà, je ne sais même pas vous dire l'âge. Donc voilà, c'est très très jeune et ils sont considérés comme des consommateurs dès lors qu'ils utilisent les réseaux. Voilà, et là, on n'a pas de critères d'âge. On voyait bien qu'il y a une autonomie tout doucement que les jeunes ont de fait. Et donc, du coup, notre notion de minorité, elle s'effrite. Voilà, elle n'est plus toujours cohérente. Et seconde catégorie, ce sont les majeurs, auxquels on va appliquer les règles de la majorité. Et donc, je vous le disais, à partir de 18 ans, voilà, c'est effectivement c'est brutal, c'est une rupture quand même très importante, avec en général ensuite très très peu de possibilités de différencier l'âge. Parce qu'effectivement, en France, à partir de la majorité, on est soumis au respect du principe d'égalité des droits entre les personnes physiques, principe de non-discrimination. Donc voilà, le législateur a beaucoup de mal, effectivement, à accepter de poser ensuite des règles différentes passé la majorité. On pourrait effectivement estimer que, alors je parle d'un domaine par exemple, mais en matière de droit de la consommation, on pourrait très bien imaginer que, voilà, à partir de 18 ans, à partir de 25, jusque, je ne sais pas, je ne vais pas vous donner d'âge, mais un jeune de 18 ans, et en général pas forcément toujours, alors pas tous, mais voilà, il va être confronté au droit de la consommation au même titre qu'un adulte. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, vous voyez, une protection un peu plus importante dans ce cadre-là? Pour l'instant, non, parce qu'effectivement, le principe de non-discrimination, on n'a pas voulu effectivement mettre des cases. Voilà, donc voilà. Donc, vous voyez, on est parti de là, de ce critère enfin, on a beaucoup travaillé sur ces notions et de voir justement si on pouvait lisser. Vous voyez, si on pouvait arriver effectivement à faire, en quelque sorte, voilà, faire éclater en fait compte cet âge de 18 ans et d'arriver à un concept de la jeunesse qui bousculerait un petit peu la minorité et la majorité. Et donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur tout cette notion d'effritement, sur ce manque de protection des plus de 18 ans. Alors, notre problème, ça a été effectivement, on s'est confronté à deux problèmes. Le premier problème, c'est le problème de la définition. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas... Alors, j'ai commencé un peu à vous donner des pistes, des indices, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas... On a
quelque part, on ne peut pas dire que c'est un échec, parce qu'on a avancé, mais on n'a pas réussi à définir la notion de jeunesse par des seuils, en tout cas. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, mais pourquoi, effectivement Eh bien, on s'est rendu compte que rien qu'au sein du droit français, voilà, 10 ans en droit pénal, 12 ans en droit bancaire, 13 ans en droit de la santé, 14 ans en droit social, 16 ans à nouveau en droit pénal, droit de la santé, quelquefois va jusqu'à 25 ans, 28 ans en droit de la santé. Le droit allemand, je vous le disais, c'est à partir de 7 ans. Bon, bref, on s'est rendu compte qu'on n'arriverait pas à trouver un seuil d'âge qui pourrait convenir à toutes les disciplines, rien qu'au sein du droit français. Ça a été un premier constat. On s'est dit, voilà, c'est compliqué, effectivement, compte tenu des critères qui sont très, très différents. Deuxième aspect, on s'est dit, mais même si on avait trouvé un âge, on aurait pu dire, voyez, 16 ans. 16 ans, ça aurait pu être une fourchette. On avait commencé à travailler. Et là, on s'est rendu compte, effectivement, que compte tenu de la discussion qu'on avait eue avec nos collègues sociologues, philosophes, on n'arriverait pas. Voilà. Que c'était quelque chose qui ne serait pas accepté, qui ne serait pas reçu par la société civile, le fait de pouvoir mettre un critère comme ça qui serait fixe. Donc l'âge présente évidemment l'avantage de la sécurité juridique, mais correspond aussi à un critère arbitraire. Et donc, effectivement, on a refusé, effectivement, de définir la jeunesse à partir d'un critère d'âge. Et ensuite, on s'est surtout rendu compte que trouver une nouvelle définition, trouver un nouveau statut, c'était bien gentil, c'était ce qu'on voulait faire au début. Mais on s'est aussi rendu compte, s'est posé la bonne question, c'est est-ce que c'était intéressant? Est-ce que c'était pertinent? Parce que c'est bien gentil, effectivement, de vouloir poser des règles, mais on est, je pense que vous en êtes aussi, vous, quelque part, les victimes, on est dans une question, quelquefois, d'inflation législative, et on s'est dit, voilà, trop de droit tue le droit, aussi, quelque part, et faire attention, quelque part, que le droit puisse de temps en temps se désengager, pas toujours être là. Alors, ça peut peut-être vous surprendre de la part d'une juriste, mais voilà, c'est effectivement de se dire que, quelque part, le droit n'a pas toujours sa place, et que, quelquefois, il faut savoir ne pas s'immiscer partout. Il y avait Jean Carbonnier qui parlait effectivement de ce désengagement du droit et qui parlait quelquefois de savoir prendre du recul et puis surtout de bien se poser les questions. À quoi servait un statut? Notre objectif, c'était évidemment de mieux protéger les jeunes, de mieux en tenir compte. Et on s'est rendu compte que le statut ne changerait pas grand-chose dans leur protection. Sur quoi on devait travailler en tant que juriste, c'est plutôt atténuer cette rupture à 18 ans. C'est arriver justement à mieux préparer les jeunes avant 18 ans, arriver à leur donner de plus en plus d'autonomie pour qu'ils deviennent des adultes capables, responsables, et puis peut-être effectivement faire bouger les lignes quand ils ont plus de 18 ans pour effectivement les protéger. Parce que si vous voulez, on sait vraiment, avec ce critère de vulnérabilité, on a estimé que les jeunes mineurs, quelquefois, bénéficiaient d'une surprotection, et à l'inverse, qu'à la bascule des 18 ans, les jeunes majeurs étaient surexposés et quelque part survulnérables. Donc voilà, c'est arrivé on a effectivement essayé de... Alors, après, il y a eu plusieurs, donc dans cet ouvrage, effectivement, plein de collègues qui sont intervenus, notamment sur les jeunes majeurs, sur les mineurs non accompagnés, sur les jeunes délinquants, notamment en milieu carcéral. Une collègue belge nous présente aussi quelque chose de très intéressant. Je pense que ça peut vous évoquer des choses aussi. Alors, c'est quelque chose qui n'existe pas en droit français, mais en tout cas pas beaucoup. Ce sont les jeunes aidants, proches. Effectivement, tous ces jeunes qui accompagnent des familles, qui portent à bout de bras des familles et qui, du coup, se retrouvent eux-mêmes dans une situation très compliquée. Et voilà, donc comment est-ce qu'effectivement le droit belge essaye d'aider ces jeunes, notamment des étudiants, à effectivement à être davantage accompagnés quand ils sont dans cette situation. Je ne sais pas si peut-être juste alors. Je regarde juste parce que je pense que j'ai déjà été longue. Mais je pense que je vous ai dit l'essentiel. Je regarde, je vérifie. Donc en fin de compte, pour conclure sur notre travail, c'est vraiment une invitation au législateur à revoir son mécanisme juridique dans toutes les disciplines et d'essayer d'atténuer cette bascule entre la minorité
et la majorité. Alors, juste peut-être pour conclure, je suis revenue un petit peu là, j'ai creusé du coup un petit peu par rapport au décrochage scolaire, par rapport à l'école. Alors, ce sont juste que des pistes que je n'ai pas du tout eu le temps d'explorer, mais j'ai essayé de chercher à partir de cette notion de jeunesse par rapport à l'école, puisque dans la thématique c'était décrochage scolaire, donc voilà vraiment et en fin de compte j'ai retrouvé le discours d'un historien qui s'appelle Philippe Ariès et qui parle de l'invention de l'adolescence. Et il dit justement que l'école, donc il remonte évidemment, l'école s'est substituée à l'apprentissage comme moyen d'éducation. Cela veut dire donc que l'enfant a cessé d'être mélangé aux adultes et d'apprendre directement à leur contact. Et donc il a été séparé des adultes, maintenu à l'écart dans une manière de quarantaine. Bon, ça peut me faire sourire compte tenu de la situation qu'on vit, mais en tout cas qu'on a vécue. Voilà. Mais vous voyez, il y a une quarantaine qui a été effectivement mise en place par le biais de l'école, pour l'école et pour le collège. Voilà, il le décrit comme ça. Et je trouvais ça intéressant de voir effectivement que l'école a participé en réalité aussi à une certaine, vous voyez, une séparation en termes d'âge, en termes de groupe. Voilà, avant, effectivement, les enfants restaient jusqu'à leur majorité éduqués dans l'apprentissage avec les adultes. À un moment donné, effectivement, voilà, il y a eu cet apprentissage qui les a décloisonnés et qui en a fait une catégorie à part, où ils se sont retrouvés ensemble en classe, etc., éloignés un petit peu des adultes, et donc pour faire effectivement un corps, je dirais, plus homogène. Ensuite, je voulais aussi revenir, alors voilà, c'est juste des petites... je voulais aussi revenir sur les critères d'âge, parce que justement, j'ai regardé tout à l'heure, je vous parlais effectivement de l'obligation scolaire, et je regardais un petit peu, Jules Ferry, avec la loi de 28 mars 1882, l'instruction obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans. Et puis 14 ans, à partir du 9 août 1936, puis 16 ans, le 6 janvier 1959, et puis depuis le décret du 5 août 2020, il y a les jeunes de 16 à 18 ans ont l'obligation de se former. Donc on a... Et vous voyez, je me suis dit que globalement, petit à petit, on a augmenté l'âge de l'instruction obligatoire, mais à mon avis aussi avec aussi le but de les instruire et de mieux les protéger, de mieux les préparer à la vie active. Donc, je pense effectivement qu'à travers ces critères, on voit un peu la prise en compte de la vulnérabilité, de la temporalité de la jeunesse, qui effectivement évolue. Vous voyez, même, je me dis, voilà, cette forme de protection a été prise en compte ici dernièrement par le législateur, avec une obligation de se former jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors, juste peut-être pour conclure, ce qui est revenu souvent quand même dans tous nos travaux, je pense que, et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de se poser la question justement de la définition du jeune par rapport à votre thématique, c'est que on a, vous l'avez compris, rejeté le critère de l'âge, et on avait essayé de voir un petit peu quels étaient les autres critères qui pouvaient effectivement nous aider à définir le jeune. Et ce qu'on a trouvé le mieux, mais ce ne sont pas forcément des critères juridiques, c'est des marqueurs de la jeunesse, c'est l'apprentissage et l'éducation. On a trouvé vraiment que c'était des marqueurs qui, globalement, étaient assez homogènes et qui pouvaient s'appliquer à vraiment la plus grande population de jeunes. Voilà. Je pense qu'il y a peu de jeunes aujourd'hui qui ne se reconnaissent pas dans ces critères d'apprentissage et d'éducation. Même si, évidemment, ce n'est qu'un critère, mais voilà. Et... alors, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai pu remplir le contrat et introduire la notion de jeunesse. Et je pense qu'il faut garder en tête, juste pour finir, sur cette dualité entre protection et autonomie. Je pense que c'est quelque chose auquel vous devez être confronté au quotidien, mais je pense que c'est vraiment important. Alors, elle ne résume pas les caractéristiques de la jeunesse, mais je pense qu'elle revêt une importance toute particulière sur cette jeunesse qui a besoin d'être préparée, justement, à la majorité, et d'avoir effectivement tous les moyens de pouvoir ensuite...
eh bien, être un adulte accompli. Voilà, donc je renouvelle mes remerciements aux organisateurs et voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, de beaux échanges. Merci Dorothée Guérin. Merci pour cet exposé qui parle aux juristes avec notamment ce critère de recherche de détermination du jeune, avec toujours ce point d'équilibre que recherchent les juristes entre le critère objectif finalement et le critère subjectif. Hein, l'âge étant évidemment le critère objectif et la maturité étant par définition lui-même le critère subjectif, avec cette question qui se pose aujourd'hui à l'heure des États généraux de la justice, où on veut éviter de surcharger une justice qu'on considère déjà comme trop chargée, trop engluée et de ce fait-là trop lente. Et on se dit que s'il va falloir, c'est peut-être alors là une passerelle vers l'exposé ensuite de Delphine Cousin, mais si en plus le juge doit trouver des critères pour déterminer au cas par cas la maturité, ça peut être compliqué. Alors vous apportez ensuite une dernière touche avec ce critère peut-être objectif finalement, à nouveau, qui serait celui de l'apprentissage et de l'éducation, où un niveau d'apprentissage, un niveau d'éducation pourrait finalement servir de critère objectif et de point de passage. Et par ailleurs, ma question essentielle pour moi va se poser sur, à travers cela, vous parlez beaucoup au juge des tutelles que j'ai été pendant de longues années, ce que beaucoup savent ici, à savoir, est-ce que finalement, la minorité, les mécanismes de protection de la vulnérabilité en droit français, ils sont, on le sait, l'interdiction et son corollaire qui est la représentation, hein, ce que l'on retrouve pour la minorité, mais on a aussi les mécanismes d'autorisation qu'on a longtemps connus pour les femmes mariées qui étaient assimilées aux mineurs, mais qui avaient un mécanisme d'autorisation, et qu'on retrouve en curatelle. Et est-ce que finalement, il ne manque pas cet outil que tous les juges des tutelles connaissent, à savoir à un moment donné, quand on lève une mesure, eh bien, on rétrograde les vitesses en quelque sorte, en allant vers des mesures de plus en plus légères, et que là, on passe, entre guillemets, d'un mineur qui est sous tutelle. Hein. Historiquement, en 1804, le Code civil concernant la tutelle des majeurs renvoyait quasiment sur tous les articles à la tutelle des mineurs. Hein. L'autonomie est arrivée après avec la loi de 68. Et on n'a pas ce dispositif de curatelle. Est-ce que cette notion de jeune, ça ne passerait pas par un dispositif qui pourrait être un peu calqué ou pas, d'autorisation à un moment donné? C'est la question que je me pose. Voilà. Alors, ça existe, mais de manière morcelée. En droit des associations, par exemple, il faut effectivement, pour qu'un jeune puisse créer une association, l'autorisation pour créer, hein, pas pour adhérer. Mais pour créer, il doit avoir l'autorisation de son représentant. Et ou après, il y a d'autres mécanismes. Alors, il y a ce mécanisme d'autorisation où quelquefois de non-objection, c'est-à-dire qu'effectivement, il fait quelque chose et dès lors que son tuteur n'intervient pas, on estime qu'il a donné son accord. Donc ça existe, mais de manière morcelée dans certains domaines. Et même chose, et de fait, au niveau des contrats, alors ça c'est quelque chose, mais notamment dans les domaines des contrats bancaires, la simple présence, quelquefois, du parent peut effectivement suffire à considérer qu'il y a eu l'autorisation, entre guillemets. Mais ça, c'est pas encore clair. Voilà. Est-ce qu'on ne devrait pas prévoir finalement un mécanisme qui soit les parents aujourd'hui, à partir de 16 ans, peuvent demander l'émancipation du jeune. Mais pareil, avec l'émancipation, on passe du tout au rien. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, et sans nécessairement que ce soit judiciarisé, un mécanisme où les parents considèrent, puisque ce sont les premiers chargés de la protection des enfants, que leur jeune a une maturité suffisante pour faire, avec une déclaration, un registre quelconque qui soit pris, pour faire voire en marge de l'acte de naissance, pour faire, avec leur accord, des actes. Hein. On pense par exemple à tous ces jeunes qui sont en préétudes et qui doivent aujourd'hui, à 17 ans ou 17 ans et demi, qui quittent le domicile parental, et il y a une location d'appartement, et évidemment, ils ne peuvent pas signer leur bail parce qu'ils sont mineurs. Alors effectivement, et donc on a un collègue qui est intervenu dans l'ouvrage et qui revient sur le mécanisme de l'émancipation et qui en réalité dit que tout existe, mais que c'est trop
effectivement trop compliqué à mettre en œuvre, que c'est trop structuré, mais que dans les mécanismes de l'émancipation, on pourrait trouver beaucoup de pistes pour justement assouplir. Et pourquoi pas? Oui, on pourrait imaginer effectivement quelque chose de plus souple, pas une émancipation qui permettrait d'avoir une capacité totale, mais peut-être sur certains points. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce que je ne vais évidemment pas monopoliser. J'ai essayé simplement de lancer un petit peu la discussion. Mais s'il y a des questions, je sais que nous avons 2 personnes ici qui sont prêtes à passer les micros. Ah, il y en a là. N'hésitez pas. Ah, ça y est, nous avons une question. Alors, je vous demanderai peut-être, ça permettra également de se situer, de vous présenter rapidement. Peut-être plus qu'une question, c'était une remarque par rapport à ce que vous avez dit sur les jeunes travailleurs. Donc, je suis Anne Ledin, CIO Éducation nationale. Quand vous avez parlé des jeunes travailleurs, je pensais beaucoup à la prise de risque que les adolescents... c'est la difficulté pour nous quand ils vont en atelier, quand ils vont sur les machines. Ils sont même dans la provocation en disant « je ne dois pas y aller, je vais y aller ». Et donc, c'est la protection de ces jeunes qui volontairement prennent des risques pour un peu dire même pas mort, quoi. Enfin, voilà, moi, je résiste, quoi. Oui, alors, tout à fait, effectivement. Ça, c'est des choses qu'on a ressenties plusieurs fois et notamment... on avait vu effectivement, alors c'était les publicistes qui effectivement avaient vu qu'il y avait pas mal justement de dispositifs qui protègent justement les jeunes. Alors je pense par exemple au domaine du sport. Il y a certains sports qui leur sont interdits, juste autorisés à partir de 16 ans ou 18 ans, parce que justement le jeune est particulièrement attiré par toutes les activités qui présentent du risque. Et effectivement, voilà, même chose dans le domaine du travail. Et oui, je partage tout à fait votre avis. Il y a effectivement ils sont effectivement attirés par cette prise de risque. Alors, mais je pense aussi, cette prise de risque, il y a une volonté aussi justement d'approcher au stade adulte. C'est le même risque que quelque part quelqu'un qui serait aguerri, qui aurait déjà de l'expérience. Bon, on peut y voir ça aussi. Nécessite peut-être qu'il y ait effectivement un encadrement et une protection. Oui, mais alors, en droit du travail, elle existe. Hein. Il y a effectivement beaucoup de protections sur le temps de travail, sur les travails de nuit, sur... voilà, oui, et même chose dans les sports. Sur l'interdiction d'utiliser certaines machines, notamment de les utiliser seules en droit du travail. Hein. Ce sont des infractions pénales. Est-ce que nous avons d'autres questions ? Bonjour, Mickaël Brignon, coordonnateur académique, mission de lutte contre le décrochage scolaire, rectorat de Rennes. Alors, face à cette difficulté à définir juridiquement le concept de jeunesse, est-ce que, parce que vous êtes intéressé, vous avez rencontré des sociologues, philosophes, eux, ils ont défini la notion de jeunesse. Est-ce que ce n'est pas une porte d'entrée pour le droit de s'intéresser à la définition par d'autres et regarder comment il peut apporter le droit, comment le cadre juridique peut apporter une réponse sur une définition qui n'est pas la sienne. Ça. Et puis peut-être une autre porte d'entrée, c'est qu'à la jeunesse, si on n'est pas en capacité juridiquement de la définir, il y a des concepts qui sont liés à la jeunesse et qui, eux, sont définis, j'imagine, juridiquement. Je pense à l'autonomie, par exemple. Est-ce qu'on ne peut pas répondre en partie à la question de la jeunesse par d'autres définitions ? Alors, ce qui est ressorti surtout des philosophes et des sociologues, c'est ce critère de l'indépendance pour définir les jeunes. C'est-à-dire que l'entrée, effectivement, le fait d'être indépendant de leurs parents. Et alors après, ça se concrétise par différents aspects. Ça peut être le fait de quitter le domicile, ça peut être le premier travail, ça peut être la première mise en le couple. Mais vous voyez, ça va dépendre aussi beaucoup des jeunes. Tous les jeunes sont différents et c'est difficile de trouver des critères. Il y a le critère de l'indépendance. Je pense que c'est un des critères, effectivement. Alors, juridiquement, après, l'indépendance va résonner avec une indépendance financière. Est-ce que ça suffit ? Je ne suis pas sûre. Voilà. Et votre deuxième question, c'était par rapport la notion d'autonomie. Ben oui, mais alors, difficile de définir juridiquement l'autonomie. Alors, je pense qu'il y a plus de travail qui a été fait sur l'autonomie, notamment peut-être sur les personnes âgées que sur les jeunes.
Voilà, mais c'est vrai que ce serait un travail à explorer, effectivement. Essayer de partir peut-être des critères de l'autonomie des personnes âgées pour voir comment est-ce que ça pourrait nous aider à définir le jeune. Il faudrait finalement faire vaste l'inverse recherche. de ce qui s'est fait historiquement, où on est parti du mineur pour assurer la protection de la personne âgée et faire en quelque sorte un retour antérieur vers le futur, comme on dit, avec peut-être ne pas oublier aussi quand même que le droit, dans le cadre de votre recherche, au départ vous êtes des juristes, vous voulez donc voir s'il y a un statut de la jeunesse, donc ce qui implique des définitions utiles avec des critères. Et la vue philosophique, sociologique, elle vise peut-être, elle, justement, à casser les statuts. C'est peut-être ça aussi, des fois, la difficulté d'appréhension entre les deux.